Salut les petits tofu, c'est Zera. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du passé des héliotropes et plus précisément des différences scénaristiques entre Island of Wakfu et le tome 4 du manga Wakfu. Il m'arrive assez souvent de parler de ces deux œuvres à travers mes vidéos et certains d'entre vous n'arrivent pas à comprendre les différences qu'il y a entre elles, jusqu'à en dire que les deux œuvres racontent exactement la même chose. Alors oui, la finalité est la même, à savoir la disparition du peuple héliotrope, mais vous allez voir à travers cette vidéo que les événements qui s'y sont produits n'ont plus rien à voir à tel point que ça affecte même le scénario actuel. Et avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de vous asseoir car je pense qu'un bon nombre d'entre vous ne sera pas prêt quand on abordera le dernier point. Mais commençons en douceur, voulez-vous ? Alors dans Island of Wakfu, on apprend que la politique héliotrope et plus précisément ce qui entoure le conseil est rempli de corruption. Shibi, le prophète de la déesse, en avait un peu marre de vivre en tant que nomade à sillonner le Cosmos, contrairement à Killby qui était au comble du bonheur. Et lorsque ces derniers sont arrivés sur le futur monde des 12, Shibi a vu l'occasion de rebâtir une nouvelle vie sur ce monde. Or le petit problème c'est que les héliotropes au fil des années s'étaient un peu habitués à vivre dans l'espace et n'avaient aucune raison de rester sur un monde en particulier. Ce qui est tout à fait normal puisque je rappelle qu'ils ont vécu en tant que nomades pendant plusieurs centaines d'années, donc forcément c'était ancré en eux et ils avaient aucune raison de changer ce mode de vie. Cela dit, à cette époque, les héliotropes avaient perdu le contact avec leur grande déesse suite à la première guerre contre les méchasmes et étaient livrés à eux-mêmes dans le vide spatial. Et ainsi, Shibi a pu profiter de cette opportunité pour créer une fausse déesse et dire à son peuple que ce monde, donc le futur monde des 12, est celui où vit physiquement la déesse héliotrope. Donc forcément ça devait être ici que les héliotropes devaient vivre et pas ailleurs dans l'espace. À ce moment-là, tout le monde a cru au dire de Shibi puisqu'il n'avait aucune raison apparente de mentir, d'ailleurs même Killby croira à son mensonge. Faut dire que quand un prophète dit qu'il entend à nouveau sa déesse, ça doit susciter l'intérêt de pas mal de personnes. Et ensemble ils recréèrent petit à petit leur civilisation sous les ordres de la fausse déesse, qui se trouve sur le mont Zenith qui, comme par hasard, est interdit d'accès pour tout le peuple héliotrope. Faudrait peut-être éviter que le peuple rencontre par le plus grand des hasards sa soi-disant déesse. Par le biais de la déesse, Shibi, le prophète, ça a quand même des avantages, interdira l'utilisation du vaisseau Zenith et scellera l'Héliacube car il sait que c'est le seul moyen de quitter cette planète. Il supprimera aussi de leurs archives toutes les informations concernant les méchasmes et leur monde d'origine. Puis avec l'aide du conseil, il modifiera la mémoire du peuple héliotrope pour les pousser à croire que le monde sur lequel ils se trouvent est en réalité leur planète d'origine. On frôle quand même la dictature quand on y pense. Bref, après la mort naturelle de Shibi au bout de nombreuses années, Yugo sera nommé roi héliotrope pour prendre la succession et suivre finalement le chemin qu'avait emprunté Shibi. Cela dit, au même moment, Killby apprend la vérité concernant la fausse déesse, ce qui ne manquera pas de le faire légèrement péter un plomb. Car il n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont voulu à ce point oublier leur mort et pourquoi ils ne se préparent pas à la guerre qui, selon lui, est inévitable. Puisqu'en restant immobile sur la même planète, tu as plus de chances de voir débarquer les méchasmes que si tu passes ton temps à bouger. C'est assez logique comme raisonnement finalement. Suite à ça, Killby demandera au nouveau roi Yugo de tout révéler au peuple héliotrope pour lever cette mascarade mise en place par Shibi qui n'a plus vraiment de raison d'être depuis sa mort. Mais le roi Yugo n'en aura strictement rien à faire et refusera d'écouter Killby en pensant que ce qu'ils font est la meilleure chose à faire. Ainsi, par un élan de haine et un désir de vengeance, Killby appellera Orgonax pour pousser les héliotropes à se rendre compte des mensonges de Shibi. D'ailleurs, Orgonax arrivera très rapidement sur le monde héliotrope, ce qui tente à dire qu'il était déjà dans les environs quand il a capté le message. C'était donc sûrement une question de temps avant que la guerre ne soit déclarée, Killby n'a fait qu'accélérer le processus. Mais bon, là on est vraiment dans l'hypothèse. Suite à ça, Yugo et les autres conseillers ont affronté Killby qui est donc accusé de trahison. Le roi Yugo meurt et Killby est enfermé dans la dimension blanche. Tout ça, je le rappelle, à cause du désir égoïste de Shibi de vivre sur un monde en particulier pour recréer celui qu'ils ont perdu. Puisque jusqu'à preuve du contraire, le peuple héliotrope n'avait pas l'air à ce point dérangé de vivre dans l'espace. On peut dire ce que l'on veut, mais dans cette version, le conseil héliotrope n'a rien de très glorieux. À part Nora, qui était trop jeune à ce moment-là et qui donc n'a pas été mis dans la confidence, les 5 autres membres du conseil ont tous une part de responsabilité. Mais passons maintenant au manga Wakfu, voulez-vous ? Dans cette version, le début est assez similaire, les héliotropes ont perdu le contact avec leur grande déesse et découvrent le futur monde des 12. Ils décident donc tous, sauf Killby, de s'y poser afin de reconstruire leur civilisation. Mais vraiment tous, sans exception, ça fait plusieurs siècles qu'ils voyagent dans l'espace, certains sont même nés dans le vaisseau et n'ont connu que ce mode de vie, pourtant ils décident tous de changer leur mode de vie juste parce qu'ils ont trouvé un monde. Comment est-ce que tu peux croire cette histoire ? C'est justement pour ça que dans Island of Wakfu, Shibi impose sa décision en créant la fausse déesse et en manipulant le peuple avec l'aide du conseil. Parce que sinon il n'aurait aucune raison de rester vivre sur ce monde. À la limite que certains auraient voulu vivre sur cette planète mais d'autres partir avec Killby dans l'espace, ça aurait été plus plausible. Mais là, absolument pas, tout le monde change d'avis du jour au lendemain comme ça. Et forcément, Killby se retrouve tout seul dans son coin en mode je suis incompris de la société. Non mais là, le personnage de Killby, il a perdu tout son intérêt et tout son background. Parce que dans Island of Wakfu, le conseil héliotrope a scellé l'Héliacube
cube et le vaisseau Zenith pour empêcher tout le monde de partir. Mais là, dans le manga, rien n'empêchait Killby de tracer sa route tout seul ou même de demander si certains ne voulaient pas l'accompagner. Le conseil ne l'aurait pas du tout empêché parce que dans le manga, ce sont les êtres les plus gentils et généreux de tout l'univers. Ah ouais, là, la corruption, elle est partie très loin. Hein. Quant à Killby, c'est juste devenu le pire méchant de la galaxie comme ça, sans aucune raison. Merci scénario pour ta simplicité inintéressante. Vraiment. Même avec l'anime, ça ne marche pas, il se dit rejeté par le conseil et incompris de tous, ce qui est bien le cas avec le jeu, mais absolument pas avec le manga. Dans le manga, il s'isole tout seul et après tu sais pas pourquoi il veut tuer tout le monde. Niveau développement, on est sur du zéro. Là où avec Island of Wakfu, on avait quand même un roi Yugo qui frôlait la dictature. Il était très loin de prendre les bonnes décisions et ça aurait été super que le Yugo de l'anime apprenne ce qu'il avait fait autrefois. Qu'il se rende compte par lui-même que le conseil était mauvais depuis le début, ce qui le pousserait à faire le bien pour ne jamais retomber dans ce mauvais penchant. En termes de développement de personnage, ça ouvrait tellement de portes. Mais maintenant, le roi Yugo, c'est grosso modo ce que va devenir le Yugo de l'anime. Le personnage n'a donc déjà plus aucun intérêt parce que son développement est déjà terminé. Et c'est vraiment dommage surtout quand on voit les possibilités qu'il y avait. Mais bon, passons au deuxième point. Dans Island of Wakfu, à la fin de la première guerre héliatrope, Orgonax s'est séparé du peuple des Mécasmes. Son peuple a donc repris sa programmation de base, à savoir dévorer des bandes de leurs Wakfu quand ils sont inhabités. Je rappelle que s'ils ont attaqué les héliatropes, c'était juste pour se défendre. À part ça, ils n'ont aucune raison de s'en prendre à un ou même de les pourchasser pour les exterminer, donc ils reprennent leur petite routine quotidienne. Cela dit, Orgonax, depuis la perte de son cœur, n'a plus l'air d'être dépendant de cette programmation, l'obligeant à être pacifique et dévorer des mondes de Wakfu. Ce qui lui permet donc de quitter le groupe des Mécasmes pour essayer de retrouver les héliatropes dans le but de les exterminer, par pure vengeance. Sur la route, il croisera d'autres peuples civilisés, notamment celui des Lufu qu'il réduira en esclavage pour les pousser dans une guerre qui ne les concerne pas. Ce qui est assez triste quand on y pense. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, on apprend par les Lufu que Orgonax est incapable de dévorer le Wakfu des mondes depuis la perte de son cœur. Et c'est pour cette raison que ce sont les Lufu qui extraient avec leur machine le Wakfu des mondes pour le donner à manger à Orgonax. Ce qui, vous vous en doutez bien, depuis le manga Wakfu a complètement été passé à la trappe. C'est vrai après tout, à quoi bon donner du background à un personnage intéressant, c'est pas très utile. Donc après avoir asservi divers peuples, il capte le message de Killby et se dirige assez rapidement vers le nouveau monde héliatrope, déclenchant de ce fait la deuxième guerre. Sauf que cette fois les héliatropes affrontent les Lufu et non pas les Mécasmes. À part Orgonax bien sûr. Par ailleurs, ce qui est intéressant c'est que si les héliatropes avaient suivi les anciennements de Killby, ils auraient sûrement gagné la guerre. Parce que s'ils ont perdu face aux Lufu, c'est juste qu'ils n'étaient pas prêts à se battre. Mais on se rend compte qu'avec les enseignements de Killby, ils auraient facilement pu les vaincre, parce qu'ils sont pas si forts que ça. Tout comme Orgonax d'ailleurs, puisque Killby possédait les plans pour le vaincre que Nora utilisera pour se donner un avantage. Comme quoi, si les héliatropes ont perdu la deuxième guerre dans Island of Wakfu, c'est juste parce que le conseil a pris les mauvaises décisions en refusant d'écouter Killby à la mort de Chibi. Le karma, comme on dit, hein, c'est violent. Mais maintenant, regardons du côté du manga. Alors, cette fois-ci, suite à la première guerre, Orgonax est pris d'un désir de vengeance et décide de partir poursuivre les héliatropes. Et là, vous allez me dire, ah bah c'est la même chose. Pas vraiment, non, parce que cette fois-ci, c'est tous les Mécasmes qui décident de suivre Orgonax. Genre, ils arrivent à s'auto-reprogrammer tout seuls comme des grands. Quand ils ont été créés, les mecs, ils ont dû se dire, tiens, ça serait peut-être une bonne idée qu'on leur donne la possibilité de se reprogrammer tout seuls pour qu'ils ne fassent plus du tout ce qu'on leur demande et décident de tuer tout ce qui bouge. Des génies. J'ai l'impression que depuis le manga Wakfu, tous les êtres vivants du cosmos sont devenus débiles. Et je vous ai même pas parlé du meilleur, mais ça je vous le dirai avec le dernier point. Revenons donc à notre sujet. Les Mécasmes suivent donc tous Orgonax, qui au passage est devenu complètement inintéressant parce qu'il est plus du tout unique en son genre à être le seul à pouvoir prendre ce genre de décision. Cette fois-ci, ne s'attaqueront à aucun peuple sur leur passage parce que c'est vrai que ça sert à rien de rajouter du drama dans cette fausse tragédie. Et ainsi, ils capteront le message de Killby, arrivent sur le monde héliatrope et la guerre recommence. Bon, cette fois vous l'avez deviné tout seul, les héliatropes n'avaient aucune chance. Autant face aux Lufu, ils auraient pu gagner la guerre s'ils avaient pris les bonnes décisions, mais là, peu importe, la bataille était perdue d'avance. C'est littéralement le scénario qui te dit maintenant arrêtez tout, vous devez mourir. Là où dans Island of Wakfu, même si on savait déjà qu'ils allaient perdre parce qu'on avait vu l'animé, on se rendait compte qu'ils auraient pu gagner, ce qui rend leur mort encore plus déchirante. Mais dans le manga, on s'en fout complètement parce que c'est inévitable. Là, les enjeux, on les a complètement oubliés, hein. C'est fou quand même, mais ces deux œuvres, c'est l'exemple parfait d'un bon préquel et d'un mauvais préquel. Mais passons, maintenant on va parler du dernier point, et je vous conseille de prendre une bassine vide, sinon vos larmes risqueraient de déclencher un nouveau chaos d'Ogrest.
Nous allons donc parler cette fois-ci de la fin de chacune de ces deux histoires, et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Commençons comme d'habitude avec Island of Wakfu. Alors, dans ce scénario, Mina, l'une des membres du conseil Héliatrope, demandera à Nora, jeune initiée et future conseillère, de monter au sommet du mont Zénith pour sauver leur peuple. Ayant trop honte de leur échec et des mensonges qu'ils ont répandus, elle se refuse de le faire par elle-même car selon elle, elle ne mérite pas d'accomplir cette tâche. Et c'est plutôt à Nora, innocente puisqu'elle est en dehors des magouilles du conseil, qui est la plus légitime pour devenir ce qu'elle deviendra plus tard. Mina sacrifiera donc sa vie pour permettre à Nora d'accomplir sa quête, et s'en rendra donc par la suite au sommet du mont Zénith pour rencontrer la fausse déesse. Ainsi Nora absorbera son énergie ainsi que celle du monde afin de devenir la nouvelle déesse Héliatrope. Je rappelle en plus qu'à cette époque il n'y a plus de déesse Héliatrope, c'est d'ailleurs pour cette raison que Chibi avait créé le culte de la fausse déesse. Cela dit, Nora ne gardera pas son nouveau titre très longtemps puisqu'elle sacrifiera sa vie en explosant littéralement afin de détruire le monde, Orgonax et tous les êtres vivants de la planète, dont les pauvres Lufu entraînés dans cette guerre contre leur volonté. Jusqu'à la fin ils n'auront pas eu de chance les pauvres. Il y a juste Grugal et Faeris qui survivront en se réfugiant sur un plan d'existence différent. Le peuple Héliatrope lui a été exterminé bien avant cette action et les enfants ont été placés en sécurité sur Emrub avec Balthazar. Quant à Ephraim qui se trouvait juste à côté de Nora à ce moment-là, il est mort carbonisé tout comme le petit Platypus. Même si, bon, entre nous, on sait qu'il est encore vivant quelque part. Bien sûr. Et ainsi se termina l'histoire tragique des Héliatropes, des Lufu et d'Orgonax. Maintenant c'est le moment de pleurer un peu, pleurer de dégoût bien sûr, puisqu'on va parler de la fin du chapitre 1 du tome 4 du manga Wakfu. Parce que oui, tout le passé des Héliatropes s'est déroulé en un seul chapitre, faudrait pas déconner non plus. Bref, cette fois-ci le conseil envoie Nora au sommet du mont Zénith, c'est assez ressemblant, sauf que cette fois-ci c'est pas Mina, quoique ça pourrait être elle, mais on sait pas trop. On prend quand même soin au passage d'enlever toute la symbolique liée à son geste. Donc il l'envoie au sommet du mont Zénith afin qu'elle implore leur déesse de venir les aider. Sérieusement, c'est ça votre plan ultime pour affronter les mécasmes. Dans Island of Wakfu, c'est logique qu'ils l'envoient là-bas parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a la fausse déesse et que l'énergie de cette entité peut changer la guerre. Là, ils envoient une enfant sur le mont Zénith plutôt que de l'envoyer sur Emrub pour assurer l'avenir de leur peuple, ça serait bien d'y penser de temps à autre. Donc si je résume bien, elle est partie en plein milieu d'une zone de guerre pour aller prier une déesse dont ils ont perdu tout contact depuis plusieurs siècles. Vous êtes confiants quand même les gars. Moi j'aurais pas assuré l'avenir de mon peuple sur ce coup de bol. Mais le plus fort dans cette histoire, c'est quand même que la grande déesse arrive à répondre à cet appel. Sinon c'est pas drôle. On sait même pas comment d'ailleurs, parce que normalement la puissance des dieux dépend de leur nombre de disciples. Je rappelle qu'à ce moment les enfants et Balthazar se trouvent dans une dimension différente, donc ils sont inaccessibles, et qu'à ce moment précis Hugo vient juste de mourir, donc il ne reste plus que 4 disciples. Nora, Ephraim ainsi que Grugal et Faris, puisqu'on les retrouve dans l'anime. Puis ensuite, sûrement avec le pouvoir de l'amitié, elle arrive sur le deuxième monde Héliatrope pour faire tout exploser. Comment arrive-t-elle à faire ça? Sérieusement. Déjà premièrement, c'est plus censé être une déesse d'après le scénario, donc elle serait incapable d'entendre les appels de Nora techniquement. C'est même la raison pour laquelle le peuple Héliatrope avait perdu contact avec elle avant. Mais à la limite, admettons que par le plus grand des hasards, elle a réussi à lire le scénario et savait exactement à quel moment intervenir. J'ai quand même envie de demander d'où elle tire cette puissance. Parce que ça veut dire que si jamais juste avec 4 disciples elle arrive à détruire un monde entier, alors ça veut dire qu'avec le peuple Héliatrope au complet, elle détruit le Cosmos juste en éternuant. Mais malheureusement pour nous, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que c'est pas du tout le problème que je voulais emmener jusqu'à vous. Donc séchez vos larmes s'il vous plaît, parce que ça va revenir juste après. Suite à cette destruction massive du scénario, Nora et Ephraim meurent, Grugal et Faris quand eux arrivent à survivre, d'ailleurs bravo à eux au passage parce qu'on sait même pas comment ils ont fait, et toutes les créatures de la planète sont mortes, ainsi que l'envahisseur. Une petite minute, l'envahisseur depuis le nouveau scénario c'est pas du tout les Lufu. Oh bordel de merde. Ça veut dire que depuis l'apparition du tome 4 du manga Wakfu, Ankama a détruit définitivement tous les mécasmes de l'univers du Cosmos. Il n'y en a plus aucun, c'est fini, adieu. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire objectivement que le scénario du manga Wakfu est bon? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est même supérieur à Island of Wakfu? C'est n'importe quoi. Alors oui, dans Island of Wakfu, il fallait réfléchir, il y avait de la subtilité dans les dialogues qui amenait petit à petit à la révélation de fin. Dans le manga, par contre, on ne réfléchit jamais, on nous sert tous sur un plateau et ça n'a aucun putain de sens. Je suis désolé, je deviens vulgaire. Et à la fin, je le redis, mais ils ont exterminé tous les mécasmes en un seul cadre. Juste un vieux carré tout pourri, mort. Ils ne savent clairement pas raconter une histoire, c'est du grand n'importe quoi. Et j'aimerais vraiment savoir comment s'est passée la production de ce tome 4 parce que ça n'a aucun sens. Si ce n'est de foutre en l'air leur univers. Vous imaginez que là on est quand même au même niveau que le film Alien Covenant où les mecs ils ont créé tout un peuple d'ingénieurs dans le film Prometheus pour les exterminer en 1 minute dans le film d'après. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, pour les autres, n'allez pas le voir, c'est un mauvais film. Clairement là il y a un gros souci d'écriture, je comprends qu'Ankama ne veut pas les réutiliser car ils sont beaucoup trop cheatés. Même les dieux finiraient en PLS face à eux au bout d'un moment,
c'est inévitable. Enfin, sauf s'ils éternuent comme la grande déesse, bien sûr. Mais tuer un personnage ou en l'occurrence tout un peuple, ce n'est pas la solution pour résoudre ce problème. Genre, c'est vrai que laisser un personnage partir vivre sa vie ailleurs, ce n'est pas du tout donner un peu de relief à ton univers. Ça ne le fait absolument pas vivre, pas du tout. C'est pas si compliqué pourtant d'agrandir un univers. Surtout que pour le coup, les mécasmes n'y avaient rien à faire, ils se développaient déjà tout seuls. Des entités gigantesques qui parcourent le cosmos afin de rechercher des mondes vides pour y dévorer le Wokfu. Des machines tellement puissantes qui pourraient annihiler la vie de toute une planète en une fraction de seconde, mais paradoxalement ce sont les êtres les plus pacifiques de l'univers et qui attaqueront jamais personne. Sauf en cas d'agression, mais bon, ça c'est normal. Une menace invisible où tu sais qu'elle existe quelque part dans ton univers, mais tu ne la verras jamais sur le monde des 12 parce qu'elle n'a rien à y faire. Le seul mécasme intéressant à ce niveau-là, c'était Orgonax et il est déjà mort. Et donc simplement en voyageant dans le cosmos, le simple fait de savoir qu'ils existent quelque part, ça donne vie à ton univers. Ça lui donne de la consistance. Tu n'avais même pas besoin de développer ça, c'était déjà écrit depuis 8 ans. Et là, maintenant, l'univers, il est juste vide. C'est triste quand même. Tout est recentré maintenant sur le monde des 12, ça devient ultra linéaire. Je vous en parlais il y a quelques mois, personne ne me croyait, mais pourtant c'est vrai. C'est pas comme ça que t'as grandi un univers, là tu te tires juste une balle dans le pied. Ça sert à rien d'avoir créé le Cosmos si c'est juste pour parler du monde des 12. Même le peuple héliatrope aurait pu être originaire du monde des 12 et puis basta, t'avais même pas besoin de créer tout ton délire quoi. Qu'est-ce que ça apporte de détruire tout un peuple comme ça, sans raison? Ça sert à rien en plus. Y a même pas d'enjeu qui se crée là-dessus. Aucune utilité. Alors que de les laisser en vie quelque part dans l'espace, même si tu les réutiliserais jamais, le simple fait de les savoir en vie, ça agrandit ton univers tout seul, ça donne de la consistance. Ce qui manque cruellement aujourd'hui. Et c'est bien triste de voir ça. Surtout que c'était facilement évitable en plus, et il suffisait juste de repomper le scénario d'Island of Wokfu, il y avait même pas d'effort créatif à faire. On ne peut être que déçu du résultat final, on ne peut pas aimer le tome 4, c'est un plaisir coupable si vous voulez, mais il n'est pas bon. C'est clairement la pire histoire qu'ils ont jamais écrite. Allez plutôt lire d'autres œuvres d'Ankama, je vous en présente chaque mois sur la chaîne, des BD, des mangas, ça c'est vraiment intéressant. Mais là ce manga Wokfu il est vraiment mauvais, il faut pas du tout les réconforter dans l'idée que c'est bon, parce que c'est pas vrai. Et si on fait ça, ben après on risque de se taper des histoires comme ça tout le temps. Et j'ai pas envie perso. Même pour un fan de la licence, je le recommanderais même pas. Sauf pour se faire du mal à la limite, mais il n'a aucun intérêt. Enfin ça n'apporte rien en plus scénaristiquement à l'histoire du Crossboss dans sa globalité quoi. Du moins la partie héliatrope j'entends. Donc j'espère au moins que maintenant ça sera clair pour tout le monde. Sur ces belles paroles, je vous laisse avouer en commentaire que ce manga est une vraie horreur pour le salut de votre âme. En attendant, moi je retourne voir le platypus et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs même créé un compte Instagram récemment, si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description. Bye!